Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Dans cette vidéo, on va faire un truc un peu bâtard, on va parler de deux jeux en même temps. Donc je vous avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où je vous avais parlé de Dagger Art, j'avais regardé le playtest, je l'ai fait jouer, donc voilà, moi j'étais curieux de ce jeu, mais je pense pas que ce soit ma cam honnêtement. Je vous arrête tout de suite, je dis pas que le jeu n'est pas bien. Déjà, il est pas du tout au stade final, ils ont refait des modifications très récemment sur le jeu, donc peut-être que je le retesterai une fois modifié tout ça. Mais en fait, je pense pas être particulièrement la cible. Parmi les joueurs avec qui on a joué, il y en a certains qui ont kiffé, d'autres moins, et personnellement, moi plutôt moins. Donc on va parler de ça rapidement, et puis ensuite je vous parlerai de Dragonbane. Je mettrai un timecode pour ceux qui s'en foutent de l'un ou l'autre des sujets. Donc on va commencer par Dagger Art. Donc Dagger Art, j'ai fait jouer le play kit, enfin le quick start. Donc le truc qui biaise vraiment l'expérience pour moi, c'est le fait de jouer ce quick start, parce que je trouve que l'aventure est pas du tout inspirée. Alors pour être honnête, il faut que je vous mette les conditions un peu dans lesquelles j'y ai joué. J'ai voulu tester rapidement le jeu, donc je me suis pas penché hyper longtemps sur le scénario d'initiation là, enfin de test. Donc je l'ai lu une fois, et puis ensuite je l'ai joué, quoi. Et je me suis pas amusé à l'améliorer, tout ça. Et finalement, en fait, il s'avère qu'il est il est très linéaire, mais ce qui est pas gênant dans l'absolu, vu que c'est pour tester la mécanique, a priori, qu'on fait ce truc. Et je me doute bien qu'il y a plein de gens qui commencent... Enfin, il y a beaucoup de matériel dans le playtest, donc on peut déjà créer ses propres scénarios et tout. Moi, j'ai pas fait ça, j'ai joué ce kit. Et je trouvais que le scénario, bon, voilà, il y a une attaque, il y a une embuscade dans la forêt, ensuite on arrive à un endroit, il y a un PNJ qui nous dit de faire un truc, et puis pas pouf. Globalement, on va dire que c'était un test purement mécanique, et sur le côté, on a une histoire qui est cool et tout, ça s'est pas trop fait. Alors, peut-être qu'il y avait un petit peu un biais, parce que justement, comme j'étais pas du tout inspiré par l'histoire, je m'en foutais un petit peu, et j'ai essayé qu'on avance pour vraiment tester la mécanique. On l'a pris avec un peu de second degré, cette partie test, donc évidemment, ça joue sur le feeling. J'aurais peut-être pu faire ça mieux. Mais si on en reste vraiment sur les mécaniques, je pense que voilà, il y a un truc qui est sympa dans l'aspect un peu tactical des combats, mais c'est pas forcément ce que je recherche, dans le sens où c'est un aspect tactical mécanique, on va dire. On va aller chercher ma capacité, puis peut-être qu'elle va se combiner avec ta capacité. Ce monstre-là, il sera peut-être plus sensible à cette capacité-là et tout. Je trouve que c'est plutôt bien fait, hein, par rapport à d'autres jeux. Je trouvais que c'était plutôt sympa. La création de personnages sur demi-plane, alors là on a pris des pré-tirés, mais l'interface pour faire des personnages sur demi-plane, donc c'est-à-dire un endroit où vous pouvez faire votre feuille de personnage en ligne, est vraiment cool. Je pense qu'au niveau de, voilà, je choisis des petites cartes pour créer mon personnage et tout, c'est très cool. Au niveau du fait qu'on ait chacun nos petites capacités et tout, c'est très cool. Ça, même moi, potentiellement, je peux kiffer. Mais après, c'est plus dans l'exécution, quoi. En fait, les combats peuvent être un petit peu longs, à mon avis. Même s'ils peuvent être dynamiques, hein, ça, c'est probablement, et plus on va monter en niveau, plus ça va l'être, je pense, parce qu'on va avoir plus de capacités différentes et tout. Mais le truc, c'est qu'en fait, je trouve que comme on a pas mal de capacités, justement, bah, ça incite un peu à rester dans les clous de ses capacités. Alors, encore une fois, vous pourriez improviser, changer les règles, improviser des actions et tout, mais ça invite plus à regarder, voilà, qu'est-ce que j'ai, moi, comme capacité sur ma feuille, et à faire ce que ma feuille me dit de faire, je trouve. C'est mon ressenti, plutôt que de décrire ce que je fais, et puis on y va, quoi. Et aussi au niveau de l'attrition, quoi. En fait, il y a quand même un certain nombre on a un certain nombre de points de vie, tout ça. Donc ça fait que les combats pourraient s'étirer un petit peu sur la longueur d'une certaine manière. Encore une fois, un seul test, difficile à dire vraiment, mais c'est mon sentiment au sortir de ça, on va dire. Et en fait, le truc, c'est que il y a une mécanique de G avec complication, G avec fear, G avec machin, etc. Et ça, moi, ça me dérange pas du tout dans la plupart des jeux, parce qu'en fait, une fois que le joueur fait un jet avec complication, bah, je vais vraiment mettre une tension. Et en fait, les adversaires meurent très vite, les PJ meurent très vite en général. Enfin, chaque jet de dés, en fait, peut faire prendre des gros risques. Moi, j'aime bien ça, qu'il y ait un peu moins de jet de dés, et que chaque jet soit potentiellement un petit peu décisif, et en particulier en combat, en fait. Et là, vu qu'on a quand même un certain nombre de points de vie, que c'est un peu high fantasy aussi, hein, donc c'est pour coller aussi à la high fantasy. C'était trop brutal, peut-être qu'on aurait moins ce ressenti high fantasy, mais disons que moi j'aime bien les jeux où la mécanique va plus vite nous envoyer sur un enjeu important. C'est-à-dire que comme j'ai pas beaucoup de points de vie, en 2-3 jet de dés, je me retrouve dans un état critique. Si j'ai 2-3 complications, et le combat peut se faire en 3 jet de dés, et chacun de ces jet de dés potentiellement va être décisif, en fait. C'est ça que j'apprécie plus si on devait faire un nuancier plutôt que plein de jets de dés. En particulier si le jeu est à l'avantage
des joueurs. C'est-à-dire que ça me dérange pas trop, à la limite, vous voyez, sur un jeu très très mortel, qu'il y ait pas mal de jets de dés, enfin, surtout sur un jeu très très aléatoire, qu'il y ait pas mal de jets de dés, justement parce que ces jets de dés, entre guillemets, sont sans pitié. Si je suis dans Shadow Dark, ça me dérange pas qu'il y ait plein de petits jets de dés, parce que déjà, ça se résout plus rapidement, globalement, c'est réussite, échec, je prends des dégâts et on avance, quoi. Et du coup, dans Shadow Dark, en fait, la question qui se pose au moment où je jette les dés, c'est est-ce que je fuis ou pas, quoi. Il y a un petit côté comme ça, un peu gritty. J'ai pas envie de faire ce jet de dés parce que enfin de faire ce round de combat supplémentaire parce que ça augmente mes chances de mourir, donc je vais peut-être me replier. Il y a cette sorte de tension là où je l'ai un peu moins ressenti, justement, vu que c'est de la high fantasy et que nos personnages sont tout de suite assez badass quand même, hein, ils peuvent faire des trucs et tout. Je sais pas comment dire, j'avais le sentiment qu'on jetait beaucoup les dés pour au final peu de risques. C'est un peu le sentiment que j'ai eu. Voilà, je sais pas. Encore une fois, il y a sûrement des gens qui ont plus joué que moi, des gens qui sont plus la cible que moi, mais voilà, je voulais vous faire un retour parce que je vous avais parlé du jeu. Et voilà, je pense pas le retester tout de suite en l'état. Un autre truc qui m'a un petit peu gêné aussi, c'est ce côté, il y a des trucs, il faut utiliser de la FIR là, pour créer des complications, et des trucs non. Et je trouvais qu'il y avait une dissonance, mais que je retrouve dans beaucoup de jeux, hein, honnêtement. Et encore une fois, c'est peut-être un truc qui m'est tout à fait personnel. Mais je sais pas, c'est mon petit côté juriste là. Je trouve qu'il y a une dissonance entre le fait qu'on nous dise en tant que beaucoup au travers du texte du jeu, voilà, vous êtes le MJ, vous décidez, vous arbitrez, ruling over rules, et vas-y, et vous faites des complications, envoyer les personnages dans des situations difficiles. Donc au final, une grande liberté et beaucoup d'occasions pour le MJ, normalement, de compliquer la situation assez librement. Et en même temps, on a une meta-currency qui est les tokens de FIR, là, qui sont générés par les jets des PJ. Et par exemple, je prends un exemple tout bête, il y a une créature, vous voyez, je sais plus, c'est des bandits, un truc comme ça. Ils ont une capacité spéciale qui fait qu'en gros, ils peuvent, dès le début du combat, tendre une embuscade au PJ, grosso modo. Si les PJ n'ont pas fait attention, paf, embuscade, donc ils jouent en premier, tout ça. Donc c'est une capacité spéciale de ce monstre. En gros, il a une capacité spéciale, c'est l'embuscade. Les autres monstres n'ont pas cette capacité spéciale de l'embuscade. Donc si j'en crois un petit peu la manière dont doit être utilisé les tokens de FIR, là, normalement, moi, si je veux faire une embuscade dans Daggerheart, je vais devoir dépenser, j'avais compté à peu près, je me plante peut-être déjà. Déjà, il me faudrait 2 tokens de FIR pour couper la chic aux joueurs et jouer avant eux. C'est-à-dire que les joueurs se promènent dans la forêt et je veux faire une embuscade. Normalement, moi, pour leur tendre une embuscade, entre guillemets, je dois attendre qu'ils fassent un échec ou un jet avec FIR. Donc, je devrais leur demander un jet potentiellement, espérer qu'ils fassent un raté pour appliquer mon truc et faire mon embuscade. Sinon, je dois dépenser 2 points de FIR pour jouer avant eux, avant même qu'ils aient fait un jet de dés, plus utiliser des points de FIR pour mettre des tokens d'action dans le schmilblick et pouvoir dépenser mes tokens d'action pour utiliser mes créatures. Et je sais pas, je trouve qu'il y a une sorte de sentiment étrange. En même temps, on veut me donner du pouvoir de créer des complications, de créer du drame, etc. Mais en même temps, on me dit que c'est un peu conditionné par le fait que j'ai accumulé de la FIR. Et du coup, je sais pas trop si j'ai envie que mon monstre il fasse un truc spécial, est-ce que je dois dépenser de la FIR ou pas? Est-ce que si mon monstre il a une capacité spéciale, enfin, est-ce que je suis obligé d'avoir un monstre qui a une capacité spéciale pour la faire? Ou alors est-ce que dès lors qu'on me propose de faire mon joueur fait un jet de complication, je peux faire un truc spécial à mon monstre? Ou est-ce que je suis limité par ce qui est écrit sur mon monstre? En fait, vous voyez, c'est un petit peu la même dissonance qu'on peut avoir dans pas mal de jeux en fait qui sont mechanic first, où par exemple, je peux pas genre mettre un coup de bouclier si j'ai pas le don coup de bouclier, vous voyez. J'avais un peu ce ressenti-là en tant que MJ dans le jeu. En mode, mon joueur, il fait une complication, j'aimerais lui mettre un coup de bouclier avec mon monstre, mais mon monstre, il a pas de coup de bouclier, et il y a un autre monstre dans le bestiaire qui, lui, a coup de bouclier. Donc, est-ce que ça veut dire que le monstre qui a pas coup de bouclier peut pas faire de coup de bouclier? Bien sûr, j'imagine que non, parce que le jeu nous dit fiction first, créer des complications, tout ça. Mais moi, ça me crée une sorte de dissonance cognitive, vous voyez. Je suis un peu bloqué à ce moment-là. Je me dis, est-ce que c'est juste ce que je fais? Est-ce que c'est fair play, etc. J'ai du mal à dire. Je trouve qu'il y a un truc comme ça qui, moi, me met pas hyper à l'aise en tant que MJ, avec lequel j'aime pas trop jouer, en fait, honnêtement. Mais voilà, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. Alors, je pense qu'ils y remédient un petit peu. Déjà, là, il y a eu une sorte de patch note, une mise à jour qui est intéressante, mais je vais pas retester tout de suite. Peut-être que je testerai à la sortie, je prendrai le PDF. Je sais pas, honnêtement. Je suis pas sûr d'être la cible, donc ça dépendra de si j'ai un truc à jouer à ce moment-là. Mais je trouve que c'est intéressant quand même la direction dans laquelle ils vont, pour ceux que ça intéresse vraiment ce jeu. C'est qu'il y a un truc qu'ils ont changé, c'est que maintenant, quand les joueurs vont faire un jet avec FIR, on pourra choisir en tant que MJ si on prend un token de FIR ou si on crée une complication, plutôt que de créer une complication plus récupérer un token de FIR. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Parce que
déjà, on va accumuler moins de tokens de fear. Et puis aussi, ça va augmenter, entre guillemets, ce côté... la fear permet vraiment de gâcher des gros trucs puissants. En fait, moi, j'accumulais tellement de fear au bout d'un moment que je me disais, bah, qu'est-ce que j'en fais? C'est quoi un truc puissant? Est-ce que je claque 2 de fear, là, 3 de fear, si j'ai envie de faire un truc vraiment badass et tout? Ça manquait de guidelines à ce niveau-là. Et puis en plus, comme j'en avais beaucoup, bah, ça avait moins d'importance, en fait. Je sais pas comment dire. Là, en fait, je vais pouvoir choisir. Soit je te laisse continuer à jouer, mais je prends un token de fear pour plus tard, pour activer la super capacité d'un de mes monstres. Soit je te complique la vie tout de suite. Et je trouve que déjà, cette dynamique-là, elle est plus intéressante sur le papier, à l'entendre comme ça. Et si ils vont au bout de ce principe-là, bah, je pense qu'ils devraient modifier, je sais pas ce qu'ils vont en faire, hein, mais moi, j'irais dans une direction où je modifierais vraiment tous les monstres, tous les manières d'utiliser la fear, là, justement, pour en faire quelque chose de vraiment exceptionnel, de vraiment puissant, qui frappe vraiment fort, en fait. Comme ça me libérerait, on va dire, sur toutes les complications simples. Complications simples qui n'utilisent pas de fear, c'est l'ennemi contre-attaque, l'ennemi utilise une de ses capacités, etc. Et il y aurait que certains trucs vraiment très très puissants qui nécessiteraient de la fear. Comme ça, je me ressentirais libre dans ma manière de faire des complications, et ça serait plus narratif, plus fluide, et je pourrais faire des trucs un peu badass. Et quand je veux faire la méga capacité spéciale, c'est-à-dire le magicien méchant, il utilise sa méga boule de feu, vous voyez, là j'utilise de la fear. Alors que jusqu'à maintenant, vous voyez, je vais reprendre un dernier exemple, puis ensuite on passera à Dragonbane. Par exemple, il y avait une créature, je me souviens dans le scénar, qui avait une capacité où elle te faisait des dégâts et en plus elle te repoussait, vous voyez. Et cette capacité coûtait de la fear, du coup. Du coup, je me suis dit, bah, est-ce que si j'avais une créature autre qui n'a pas cette capacité dans son profil de créature, je pourrais faire un truc qui fait des dégâts et qui repousse en dépensant de la fear? Et pourquoi cette créature-là pourrait le faire avec de la fear? Pourquoi l'autre pourrait pas? Pourquoi ça pourrait pas être simplement... bah, vous pouvez utiliser un de fear pour faire une attaque avec une créature, vous pouvez faire un de fear pour qu'une créature repousse un adversaire, que ce soit une règle générale et pas dépendant de chaque monstre, en fait. Je pense que ça devrait vraiment être des capacités spéciales, mais genre... vraiment marquantes, des trucs que le monstre ne va pas faire beaucoup de fois dans le combat qui coûtent de la fear, en fait. Ou l'environnement, ou toute autre chose qui coûterait de la fear. Hein. Parce que sinon, en fait, ce que ça fait, c'est que quand je fais des complications, je me sens limité en nombre de complications, parce que je me dis que mon monstre ne devrait pas pouvoir faire ça, ou alors que ça devrait coûter de la fear, je sais pas. Et du coup, je me retrouve à être beaucoup plus à sec de complications que dans un autre jeu sur le même principe, genre Powered by the Apocalypse, ou je sais pas, City of Mist, les jeux de Sonovok Game Studio qui ont aussi des complications, tout ça, où en fait, je me sens beaucoup plus libre de ce que je peux faire comme move. Et du coup, quand un joueur fait un jet avec complication, bah, je me retrouve pas à hésiter dans ce que je vais faire, en fait. Là, je me retrouvais plus à hésiter et à me dire, ah non, il me faudrait de la fear pour le faire, donc je vais pas le faire, je vais faire un truc moins fort. Et en fait, je sais pas trop niveler comment je dépense ces fameux jetons de fear. Donc je pense que c'est vraiment un des trucs sur lequel ils peuvent améliorer tout ça. Après, il y avait un autre problème, un petit peu, mais c'est peut-être, enfin, je sais pas, problème, feature, on sait jamais. Hein. C'est qu'il y avait un combat contre des créatures, pareil, qui une sorte de résistance à la magie, aux dégâts physiques. Et ça, c'est un truc qui est beaucoup remonté dans ce que j'ai vu dans les commentaires, dans un peu les trucs que j'ai regardés sur Internet, des gens qui testaient le jeu. C'est que, en fait, dans ce combat-là, comme il y a des créatures qui résistent aux dégâts physiques, c'est très méta, hein, mais en fait, on a plutôt intérêt, vu que c'est pas un jeu au tour par tour, à faire jouer un peu tout le temps le magicien. Vu qu'on n'est pas obligé de tous jouer, qu'on n'a pas d'initiative et tout, on devrait plutôt faire jouer tout le temps le magicien, parce qu'on a plus de chances qu'il élimine vite les créatures, alors que les jets de ceux qui font des dégâts physiques, qui vont sûrement pas faire grand-chose, sont à chaque fois une occasion pour le MJ de lui faire un move, ou d'accumuler de la fear, etc. Donc, si on est tactique, en fait, et je pense que ce jeu veut quand même qu'on fasse un peu de la tactique. C'est là où il peut avoir un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'il veut être narratif, mais il a mis beaucoup de capacités qui vont créer forcément une réflexion tactique, je pense. Tous les sorts, etc. Les coups spéciaux et tout. Ce qui est très cool. Hein. Mais le problème, c'est qu'il peut y avoir cette situation, en fait, ce qui est le plus optimal tactiquement, c'est de faire jouer toujours le même personnage. Alors que dans d'autres jeux, bah, on n'aurait pas le choix, en fait. Hein. On joue au tour par tour. Et donc, si on fait rien, en fait, on perd énormément d'économie d'action. Si on décide tous de passer notre tour, on perd de l'économie d'action. Et comme les monstres jouent tous aussi, on se fait défoncer. On se fait défoncer. Alors que là, en fait, le MJ peut jouer, enfin gagne des tokens qui lui permettent de jouer à chaque fois qu'un joueur joue. Parfois, le choix le plus optimal tactiquement, c'est de ne pas jouer. Ça, c'est un peu contre-intuitif. Et donc, dans une interview, enfin, dans un live qu'ils ont fait avec Matthew Mercer, il disait oui, mais est-ce que c'est fun finalement Il disait bien sûr que c'est le meilleur choix tactique, mais est-ce que c'est fun? Et donc, est-ce que les joueurs qui décident de ne pas jouer pour laisser jouer le personnage le plus fort, finalement, ils passent pas à côté d'un truc? Mais je pense que ça, c'est pas une vraie réponse en termes de game design. Honnêtement, je pense pas. Je pense qu'ils peuvent améliorer ça. D'ailleurs, ils ont commencé aussi à réfléchir à ça en disant que
ils allaient mettre un truc un petit peu plus pour réguler quand est-ce que qui joue, etc. Et je suis pas sûr que ce soit forcément la bonne solution. Moi, je pense que la solution la plus simple, honnêtement, ce serait mais ça change un petit peu la philosophie. C'est-à-dire que eux, ils partent du principe que c'est les joueurs un peu qui décident de gérer eux-mêmes quand ils jouent, etc. Et pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais c'est pas mal en soi. Mais là, avec leur mécanique, je trouve que ça pose un problème. Et en fait, il y a plein de jeux où en fait, c'est juste le MJ qui donne le spotlight, quoi. Alors des fois, les joueurs peuvent prendre le spotlight, mais le MJ peut donner le spotlight, et quand il te donne le spotlight, il te dit c'est à toi de jouer, qu'est-ce que tu fais? Si tu fais rien, et au passage d'ailleurs le MJ remonte la situation, il dit il y a une créature qui va attaquer là, si tu fais rien, il va se passer un truc et tout. Si le joueur fait rien, la créature attaque en fait. Donc t'es obligé de réagir d'une manière ou d'une autre. Mine de rien, dans la majorité des cas, ça marche quand même un petit peu mieux. Ça marche quand même un petit peu mieux. En fait, on fait une sorte de back and forth entre MJ et joueur. Le MJ donne le spotlight, il distribue un peu la parole. Et voilà, c'est moins innovant, hein, mais je pense que ça marche. Et puis, ça créerait aussi moins ce truc, tout simplement un peu moins de gestion de tokens, etc. pour savoir est-ce que je peux activer mes monstres, tout ça. Je pense que ça peut avoir des vertus. Mais voilà, c'était mon avis, c'est mon avis biaisé, hein, c'est mon avis de quelqu'un qui, a priori, n'a pas trop apprécié le jeu, mais honnêtement, il y a plein de gens qui kiffent. Voilà, je voulais juste vous faire un retour. Et puis on verra l'évolution. Maintenant, on va passer à Dragonbane. Donc pourquoi j'ai envie de vous parler de Dragonbane? Dragonbane, c'est un jeu de Free League qui est sorti à un moment, qui vient d'être financé en français. Là, je crois que c'est fini. Qui est sorti il y a un an, quelque chose comme ça en anglais. Et grosso modo, c'est la tentative de Donjons et Dragons. Je dis vraiment vite fait. De Free League, en fait, c'est une nouvelle édition de Draconum Demoner, un truc, je sais plus comment on le prononce honnêtement, mais qui était, qui est un vieux jeu, c'est suédois, je ne sais plus trop, je suis très peu historien du jeu de rôle, et voilà, c'est pour jouer de l'aventure, et honnêtement, ça a l'air assez cool. Alors, je l'ai déjà testé en solo, je l'ai lu déjà 3 fois. En fait, plusieurs fois, je me suis dit, est-ce que je teste pas Dragonbane, Puis, je suis quand même toujours, hein, on va pas se le cacher, très content de mon Shadow Dark. D'ailleurs, en fait, je repense tout le temps à relancer du Shadow Dark, pour être honnête. Mais je me dis, laisse couler un peu d'eau sous les ponts, parce que sinon tu pourrais vite, entre guillemets, te redégoûter. J'ai fait une overdose, j'ai beaucoup trop joué, et je me laisse du temps, je réfléchis à ce que je ferais si je refaisais une campagne de Shadow Dark, quelle mécanique j'utiliserais, quel changement je mettrais pour commencer à le hacker un petit peu et tout. Donc je temporise mon Shadow Dark, mais voilà, moi la fantasy, l'aventure, tout ça, c'est quand même des trucs qui me plaisent vachement. Il y a aussi Legends in the Mist, là, que j'attends, mais à chaque fois, c'est pas la même expérience, quoi. Bref, j'ai envie de faire de l'aventure médiévale, fantastique, mais j'ai pas envie de relancer tout de suite Shadow Dark, j'ai envie de me laisser un peu respirer, tester d'autres choses. Et voilà, Dragonbane, ça a l'air pas mal. Alors, Dragonbane, qu'est-ce que ça raconte? En gros, ils disent que c'est du Myth and Mayhem, donc on va dire que c'est de la fantasy classique. C'est des orques, des gobelins, des géants, des trolls, ce que j'adore. Voilà, je vais être honnête. Ça fait un peu conter légende et tout. Il n'y a pas vraiment d'univers, à part le fait qu'il y ait les dragons qui représentent un peu l'ordre et les démons qui représentent le chaos, qui se sont battus il y a bien longtemps, etc. Et ensuite, voilà, on est là pour faire des petits donjons, faire des quêtes. On n'est pas sur un world building hyper deep. En fait, on va dire qu'il y a un world building implicite dans les illustrations, dans la manière dont c'est écrit et tout. On n'est pas sur, il y a 100 000 factions et tout et tout. Donc c'est un jeu que d'aucuns diraient un petit peu vanilla avec quelques épices, quoi. Comme il y en a des tonnes. Mais moi, j'adore ce genre de jeu. Et donc, qu'est-ce qui est intéressant dans le jeu? Déjà, c'est un jeu sans classe. Donc, on va pouvoir progresser dans n'importe quelle direction dans Dragonbane. On va partir d'un archétype, un petit peu comme dans tous les jeux Free League, globalement. À part, éventuellement, donc j'y pense là, quand on choisit une profession, je crois, dans Forbidden Lands, ça nous cadrait plus quand même que dans la plupart de leurs autres jeux. Mais ouais, on est plutôt sur un archétype, et puis ensuite on va avoir plein de compétences qu'on va pouvoir augmenter et tout. Donc je vais vous montrer la fiche de personnage. En général, j'aime bien commencer par là. Donc vous voyez, hop là, la fiche de personnage. On a les 6 stats un peu classiques, un petit peu changés: Strength, Constitution, Agilité au lieu de Dextérité, Intelligence, Will, donc la volonté, et le charisme. Et ensuite, en fait, on a des compétences qui vont être notées sur 20, et on va faire du roll under. Donc on jette un des 20, on va faire moins de notre compétences pour réussir. Donc déjà, c'est player facing, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de seuil de difficulté, etc. C'est pas le MJ qui dit fais-moi un jet de force et essaye de faire 12. C'est ok, fais-moi un jet de crafting. Et donc là, je regarde ma compétence de crafting et j'essaye de faire en dessous. Donc ça, c'est cool, ça fait un peu penser à Symbaroum, etc. Ce qui est sympa, c'est qu'il n'y a pas 1 milliard de compétences. Elles sont quand même bien orientées sur l'aventure, je trouve. Parce que moi, des fois, je me méfie un peu des jeux où on invente nos compétences, on se met 50 000 compétences. Il y a un endroit si on a envie de créer des nouveaux skills et tout. Mais voilà, les skills de base, ils sont quand même bien orientés vers le genre de truc qu'on va faire. On a toutes les armes, on va avoir potentiellement la magie, puis ensuite, c'est des compétences genre nager, chercher des trucs, les langages.
le crafting, les trucs d'aventurier pour réparer mon armure et tout. Donc ça va, c'est assez cadré, ça j'aime bien. Donc c'est du roll under. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de vraiment important à comprendre? Je vais pas faire tout le détail du jeu. Hein. L'armure réduit les dégâts. Ça, c'est assez important. C'est-à-dire qu'en gros, quand on m'attaque, je peux décider de parer ou d'esquiver. Ce sont deux compétences. Soit je vais parer, donc je jette la compétence de mon arme. Le risque, quand je pars, c'est que déjà, il y a certaines attaques qui sont imparables, genre les monstres géants, etc. Je suis obligé de les esquiver. Parce que sinon, ce serait complètement... Le plus optimal, ce serait juste de s'entraîner dans une arme et d'améliorer sa parade là-dedans. Mais non, il y a des désavantages. Donc la parade, voilà, il y a des trucs qu'on peut pas parer, donc il faut quand même monter son esquive si on veut vraiment éviter tous les types de coups. Et aussi, quand on part, on risque de péter notre arme. On risque de péter notre arme, potentiellement, elle a une durabilité. Donc il y a un petit choix déjà là-dedans. Et sinon, on a une compétence Evade pour esquiver. Et ensuite, voilà, l'armure vient réduire les dégâts. Une autre chose qui est à noter, c'est qu'on a des willpower points. Donc, qu'on soit magicien, qu'on soit combattant, peu importe quel genre de personnage on va créer, on a des capacités qui vont coûter des points de volonté, en gros. Et ça fait un peu penser à, pour le coup... 1, 2, 3, 4, justement à Forbidden Lands, sauf que dans Forbidden Lands, il fallait rater des jets de dés pour commencer à accumuler du willpower. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Notre willpower, on en a dès le départ. Quand on se repose, on le récupère, etc. Donc tout le monde va avoir une petite ressource de mana un peu, entre guillemets, à dépenser, qui peut s'appliquer à la magie, mais aussi à d'autres trucs. Donc ça, je kiffe honnêtement. Et après, bon voilà, on est défini par nos compétences, là, qu'on a vu, et aussi par des capacités spéciales. Donc ça, j'aime bien aussi. Ça change un petit peu, justement, de Shadow Dark, qui est beaucoup plus... maigre comme système à ce niveau-là. C'est-à-dire que dans Shadow Dark, en fait, je peux tout faire, quoi. J'ai pas besoin d'avoir une capacité pour faire un truc, particulièrement. Éventuellement, on peut ajouter des règles maison. Bah, déjà, éventuellement, ma classe peut me donner des capacités spéciales, mais c'est relativement limité. Et éventuellement, au cours de l'aventure, je vais gagner des objets magiques qui vont me permettre de faire des trucs mécaniquement différents. On peut éventuellement s'inventer des mécaniques différentes, mais sinon, c'est très épuré. Ça limite pas ce qu'on va faire, c'est juste que mécaniquement, il y a moins de différence entre toutes les choses qu'on va faire dans Shadow Dark. Là, c'est un jeu où il y a plus de différences mécaniques, donc ça aussi, ça peut être appréciable pour certains. Moi, honnêtement, j'aime bien les deux, ça dépend de comment c'est fait. Et là, je trouve que c'est assez cool dans Dragonbane. Ensuite, donc pour créer un personnage, on va choisir une kin, donc une origine, un peuple en fait. Donc ce peuple va nous donner une de nos capacités spéciales, donc capacité spéciale qui va coûter du willpower. Donc on a l'humain, on a l'alfing, on a le dwarf, donc très classique. Ensuite on a l'elfe, on a aussi le wolfkin qu'on retrouve dans Forbidden Lands aussi, qu'ils ont l'air de bien apprécier. Chez Free League, le fait de jouer ce loup là. Et c'est vrai que c'est stylé. Puis on a le Malar qui est une sorte de gag, je crois, qui vient à la base de Gloranta. Je crois que à la base, c'est un truc un peu qui vient de RuneQuest, du jeu de rôle RuneQuest, cette race de canards là. Et on en a d'autres, hein, parce qu'on a aussi un bestiaire que je vais vous montrer très vite. On a un bestiaire déjà qui est sorti aussi. Je crois qu'il va être traduit en français dès le premier Kickstarter et qui rajoute pas mal de créatures, mais aussi d'autres races jouables, genre le peuple chat, le peuple grenouille, etc. Donc on a tout plein de petites races. Et puis on a aussi des professions. Et donc les professions, comme on disait, ce ne sont pas des classes à proprement parler, ce sont des archétypes. Mais une fois que la partie a commencé, tout le monde peut tout faire. Enfin, tout le monde peut tout apprendre à faire. C'est-à-dire que je peux commencer en étant un fighter, je ne suis pas limité par ma classe, je peux apprendre des sorts, etc. Donc ça peut plaire. Bon, moi, honnêtement, j'aime bien les classes, j'aime bien les archétypes, j'aime bien qu'on soit cadré à la création plutôt qu'un truc de pure répartition de points. Et je dois vous admettre que moi, honnêtement, si dans Shadow Dark, il y a un joueur, il veut absolument apprendre des sorts, etc., même s'il y a des classes, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Les règles ne me limitent pas. Ce que je trouve intéressant dans les classes, c'est pas qu'elles nous limitent, c'est qu'elles nous cadrent. Et donc, pour le coup, ça... Dragonbane le fait. Alors, il y a peut-être juste une exception, mais je sais plus trop, faudrait que je relise. C'est peut-être le magicien. On est peut-être obligé de prendre l'archétype de magicien pour commencer avec de la magie, mais je suis plus trop sûr. Donc bref, on prend un archétype pour créer nos personnages assez rapidement, mais ensuite, on va pouvoir évoluer comme on veut. Ensuite, nos caractéristiques vont un peu dépendre de notre âge. Ça, c'est un truc qu'on retrouve dans pas mal de jeux Free League aussi. Ça va changer nos caractéristiques. On va déterminer nos attributs de base, donc force, agilité, tout ça. Et ces attributs de base vont déterminer nos chances de base dans toutes les compétences de base, justement. Et les compétences qu'on maîtrise, en fait, les skills qu'on maîtrise, on va doubler, entre guillemets, nos chances. Donc, grosso modo, si par exemple j'ai une compétence qui nécessite de la force et que j'ai 12 de force, bah de base, j'aurai 5 dans cette compétence. Je devrais faire 5 ou moins pour réussir un jet dans cette compétence. Mais si je suis entraîné dans ce skill, eh bien, je vais doubler ma base. Et donc, du coup, avec la même force, mais dans un skill entraîné, je devrais faire 10 ou moins. Donc, les skills qu'on maîtrise sont 2 fois plus faciles à utiliser. Ensuite, on a les Heroic Abilities. On a plein de petites règles. Alors ça, c'est un des trucs que j'aime pas trop. Il me semble qu'il y a un peu
des règles optionnelles un petit peu partout. Et je sais pas comment dire. Je trouve qu'il y a des règles optionnelles qui devraient pas l'être, enfin qui devraient être de base. D'une certaine manière, ça rendrait le jeu plus clair parfois. Alors ça fait un moment que je l'ai lu, je vous fais ça de tête. C'est un petit truc que je peux lui reprocher, c'est que voilà, on est en train de lire et puis on a des trucs en mode vous pourriez faire ça, vous pourriez faire ça. Moi j'aime bien que s'il y a des trucs qu'on considère vraiment comme optionnels, on nous les mette tous au même endroit plutôt qu'au fur et à mesure. Mais voilà, c'est vraiment du pinaillage. Donc on a potentiellement des défauts, des machins, des weaknesses. Donc pas mal de trucs qu'on retrouve dans d'autres jeux Free League. Un truc que je kiffe, c'est le système d'expérience. Donc c'est un peu un système d'expérience à la Skyrim entre guillemets. Comme on aime à dire. C'est-à-dire que quand je vais utiliser un de mes skills, si je fais un coup critique ou un échec critique en utilisant ce skill, je vais cocher une case à côté de mon skill. Donc je retourne sur ma feuille de personnage. Elle est ici. Donc par exemple, j'ai fait un échec critique en acrobatie, je vais mettre une petite croix à côté de mon acrobatie. J'ai fait une réussite critique en healing, je vais mettre une petite croix à côté de mon healing. Donc ça veut dire que en faisant des échecs critiques et des réussites critiques, je vais pouvoir améliorer mes compétences. Donc ça veut dire qu'en utilisant mes compétences, plus j'utilise une compétence, plus j'ai de chances de faire des échecs critiques et des réussites critiques, plus j'ai de chances qu'elle progresse, puisque à la fin de la partie, on regardera tous les skills où j'ai mis une petite croix et on fera un G pour voir si cette compétence s'améliore. Ensuite, on pourra faire d'autres G qui sont gratuits, parce que sinon, ça veut dire que si je fais jamais d'échecs critiques et de réussite critique, je peux pas progresser. On a d'autres G, d'autres conditions en fait qui peuvent nous permettre de faire des G pour tester des compétences. Donc, est-ce qu'on a participé à la session? Oui, a priori. Donc ça va nous permettre de faire un G pour voir si on améliore une de nos compétences. Est-ce qu'on a exploré un nouvel endroit? Si oui, on a, pareil, la possibilité de faire un G pour améliorer une compétence. Est-ce qu'on a battu un ou plusieurs adversaires dangereux? Est-ce qu'on a surmonté un obstacle sans utiliser la force? Est-ce qu'on a utilisé une de nos weaknesses? Optional rule. Moi, je trouve que ça devrait pas être une optional rule, mais à voir. On peut choisir des défauts. Si on a joué notre défaut, ça va nous faire gagner de l'XP. Et en fait, en gros, quand on a la possibilité de faire un G pour améliorer une compétence, ce qu'on fait, c'est qu'on jette un dé. Et si le résultat de ce G est supérieur à notre niveau de compétence actuel, on monte de 1 autre compétence, tout simplement. C'est-à-dire que c'est de plus en plus difficile d'améliorer ses compétences. Après, il y a d'autres moyens de s'améliorer, genre avoir un maître, etc. Il y a d'autres trucs. Hein. Bref, donc voilà un peu pour la création de perso, comment sont faits nos personnages. Et aussi, voilà, j'allais oublier de dire un truc, on va avoir une capacité héroïque au départ, plus la capacité de notre peuple. Donc ensuite, comme on disait, c'est un jet de D20 roll under. Les 20 sont des échecs critiques, les 1 sont des réussites critiques. On a un système de boons and banes, donc avantages, désavantages, cumulables. Donc ça veut dire que si j'ai plusieurs boons, potentiellement, eh bien, je vais jeter plus de 2 D20. Et ils s'annulent en 1 pour 1. On a une mécanique de push qu'on a dans plein de jeux Free League aussi. C'est-à-dire que je peux décider de relancer un de mes jets que j'ai raté. Mais dans ce cas-là, je devrais cocher un état. Et ça, je trouve que c'est très très cool. Par exemple, je fais un jet pour attaquer avec une compétence qui nécessite de la force. Je sais pas, moi, genre H à 3 mains, tellement elle est puissante, il faut 3 mains pour l'utiliser. Vous imaginez cette compétence de niche? Et là, bam, je mets un énorme coup d'épée. Je rate. Eh bien, je vais pusher mon rôle pour relancer le dé. Donc, je relance mon dé. Ça me donne une deuxième chance de réussite. Mais par contre, en échange, je vais cocher l'état exhausted. Exhausted, donc fatigué. Et à partir de maintenant, j'aurai un désavantage sur tous mes jets de force, jusqu'à ce que je me sois débarrassé de l'état exhausted. Et pour chaque caractéristique, puisque chaque compétence dépend de caractéristiques différentes, et ben on va avoir un effet différent. Et ça, je trouve que c'est cool parce que ça crée du roleplay. C'est-à-dire que si je veux relancer un jet d'intelligence, je vais devenir en colère, par contre, à partir de ce moment-là, jusqu'à ce que je me calme. Si je dois relancer un jet de volonté, je vais devenir effrayé potentiellement, ou disheartened, on va dire désespéré, etc. Donc ça, je trouve que c'est cool parce que non seulement on va le faire avec la mécanique de push, mais on va aussi pouvoir potentiellement avoir des créatures, des trucs comme ça, qui font ces effets-là, et donc ça nous donne un petit levier éventuellement pour jouer des scènes sociales où il y a quelqu'un qui nous met en colère, etc. Donc c'est cool, ça donne des idées de challenge à faire. Bon, après on a des jets opposés, là on a toutes nos compétences. Je vais pas dans les détails. Hein. On a plein. On a un nombre de capacités héroïques. On n'a pas 50 000, hein, mais c'est suffisant pour différencier nos personnages. En fait, on a déjà nos compétences pour se différencier. Donc, c'est pas un jeu où on va accumuler plein de capacités spéciales, pour le coup. Par rapport, par exemple, à Daggerheart, justement, où à chaque niveau, j'ai une nouvelle carte avec une capacité spéciale. Là, on en aura sûrement moins. C'est un peu moins la surenchère des mécaniques à ce niveau-là. Et justement, vu qu'on va en avoir peu, chacune de nos capacités héroïques va vraiment nous définir. C'est-à-dire qu'un personnage commence avec une capacité héroïque et il va en gagner une nouvelle assez rarement, en fait. Vous voyez, on nous dit, on pourrait gagner une capacité héroïque quand on amène une compétence à 18, donc déjà, bonne chance, hein, ça va mettre du temps.
Ou alors, quand on a fait vraiment un truc très important dans l'aventure, le MJ pourrait nous reward une heroic ability. Donc ça, je suis pas méga fan, j'aime bien quand on a un peu plus de conseils sur la manière de faire ça, quand c'est un peu plus cadré, potentiellement, mais bon. Et voilà, peut-être qu'après une bonne campagne, quoi, genre on a joué un bon paquet de séances, on aura, je sais pas, 3 capacités héroïques différentes, quoi, un truc comme ça. Donc ça fait qu'on va pas trop se marcher sur les pieds normalement. On peut imaginer que dans le futur supplément, ils vont en mettre plus. Le combat, c'est simple, on fait une action et on se déplace. Et l'initiative est gérée en tirant des cartes. Donc ça, c'est aussi un truc très Free League que je trouve pas du tout pratique à distance, honnêtement. Même si on a un VTT adapté avec des cartes et tout. En général, c'est des VTT que moi, j'aime pas utiliser. J'aime bien des VTT assez minimalistes et donc qui ne supportent pas ce genre de système de cartes. Donc honnêtement, je sais pas trop comment gérer ça. Je vais y jouer bientôt. Je vais faire un test. J'ai déjà joué un peu en solo. Là, je vais faire un petit one-shot bientôt, à distance. Donc je pense que je testerai avec des cartes de mon côté. Puis je dirai au PJ ce que j'ai fait comme tirage. Bref, une action. Par tour, par joueur. L'initiative change à chaque tour. Et ce qui est intéressant, c'est que si on m'attaque, j'ai le choix de parer ou d'esquiver. Mais si je pars ou j'esquive, je perds mon action. J'utilise mon action du round. Et derrière, je pourrais plus réattaquer. Si je décide de ne ni parer ni esquiver, bah c'est tout. J'augmente mes chances d'être blessé. Et ça veut aussi dire que je pourrais parer et esquiver qu'une fois par tour, a priori. Sauf si j'ai une capacité spéciale ou je sais pas quoi, justement. Donc en fait, mon adversaire, il fait un jet pour voir s'il me touche. C'est à ce moment-là que je décide si je veux parer ou esquiver. Je suis pas obligé de le dire avant que mon adversaire jette les dés. Donc à ce moment-là, je sais qu'il me touche. Il jette pas ses dégâts. Il a pas encore jeté ses dégâts. Je décide si je pars ou pas. Si je pars pas, si j'esquive pas, bah il jette ses dégâts, je soustrais mon armure. Et puis je prends les dégâts. Et si je décide de parer, bah ça me donne une chance de bloquer complètement l'attaque. Donc on voit tout de suite que stratégiquement, c'est très intéressant d'être à plusieurs sur quelqu'un parce qu'il pourra parer qu'une seule fois. Donc ça augmente vraiment les chances. La supériorité numérique est vraiment un méga avantage. Et puis on voit aussi que en fonction d'où on va être placé dans l'ordre d'initiative, on n'aura pas forcément les mêmes stratagèmes. Donc voilà, je trouve que ça a l'air intéressant. Est-ce que, en fait, je me dis sur le papier comme ça met vraiment un petit aspect tactique qui est sympa. Moi, j'avais bien aimé tester. J'avais pas vraiment fait une partie en solo, mais j'avais testé des combats en solo pour voir comment ça tournait. Et c'était rigolo, quoi. Bon, je sais pas si ça va renouveler l'expérience de combat beaucoup. Mais d'un autre côté, c'est pas un jeu de combat par rapport à Daggerheart justement où on a beaucoup de capacités pour les combats, etc. Là, c'est plus un petit jeu d'aventure où on va aussi faire de l'exploration, tout ça. Donc au moment des combats, ça crée un petit jeu dans le jeu qui, je l'espère, sera intéressant. Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas trop la surenchère, mais on a quand même des exemples de special attack, de comment c'est géré. Donc, les plus courantes, trouver un point faible. Ça, par exemple, dans Shadow Dark, on n'a pas de règle pour trouver un point faible. C'est ruling over rules. Pourtant, c'est un truc que les joueurs ont très souvent envie de faire, donc une petite guideline, c'est pas mal. Là, j'aime bien que ce soit géré ça. Il y a aussi le fait d'aller se rouler par terre, etc., de désarmer. On a quelques petites règles comme ça. Mais il n'y en a pas 50 000. Il n'y a pas d'attaque puissante, attaque en finesse, je sais pas quoi. Donc j'aime bien. Au niveau de la mort, etc., c'est un peu particulier. On a des jets de sauvegarde contre la mort. Et en fait, on a aussi un truc qui s'appelle le rallye. Et ça n'a rien à voir avec des voitures, etc. En fait, c'est le fait que si on rallie quelqu'un, il peut continuer à agir même s'il est en dessous de 0 points de vie. Par contre, il continue à faire des jets de sauvegarde contre la mort. Donc c'est sympathique. On a, vous voyez ici, une petite optional rule, encore une fois. Et on en a un petit peu partout comme ça, des optional rules. J'aurais vraiment aimé qu'on les retrouve tout à un endroit, à un moment dans le bouquin. Par exemple, on peut décider d'avoir un peu plus de granularité et de jouer la différence entre une armure en cuir qui va être plus efficace contre les dégâts contondants et les armures de maille qui vont être plus efficaces contre les dégâts tranchants, par exemple. Ensuite, quand on arrive à 0 point de vie, mais qu'on survit, on va subir une blessure qui peut nous faire perdre. Et ça, je pense qu'il y a des... Voilà, normalement, quand on joue un jeu, on signe pour jouer avec ses mécaniques. Donc, on n'est pas frustré, mais ça peut... Je sens qu'il y a des joueurs un petit peu mauvais, comme on dit, qui pourraient ne pas apprécier ça. Donc, je pense qu'il faut être au courant, quoi. On peut perdre des points de skill. C'est-à-dire que si je me prends un œil poché, là, genre un œil crevé, je perds de manière permanente 2 en skill de spot hidden. Donc, c'est-à-dire trouver objet caché, entre guillemets. Et donc, quand j'ai galéré à gagner de l'XP, à m'améliorer mes compétences avant et que je me prends ça, voilà, il y en a, je pense, qui vont l'avoir en travers de la gorge. Ensuite, le repos, c'est assez simple. Donc, on a le truc magique à la Donjon Dragon, c'est-à-dire que si on dort pendant 8 heures, bam, on regagne tout. Ensuite, on peut faire un stretch rest par jour. Donc, un stretch rest, c'est à peu près 15 minutes, je crois, un stretch, je sais plus. En gros, c'est une unité de temps d'à peu près 15 minutes, 1 heure. Je crois que c'est un truc comme ça. Là, je me plante peut-être. Où on va regagner des points de vie et des willpower points. Donc, les willpower points, on ne devrait pas trop en manquer, normalement. On en regagne assez souvent. On peut regagner aussi des conditions, etc. Donc ça, c'est une fois par jour. Non, une fois par shift. Une fois par shift, donc une fois par 8 heures. Ensuite, on a le round rest. Donc c'est vraiment en un tour.
On regagne que des willpower points. Par contre, on regagne pas des points de vie. Mais si on veut regagner des points de pouvoir, là, pour utiliser nos capacités spéciales, on peut passer un round à se reposer. Et paf, on regagne des points de pouvoir. Et pareil, on peut le faire qu'une fois par shift. Ensuite, on a les hasards. Donc là, on en a pas mal. On a des poisons, on a tombé, on a le froid et tout. Alors, c'est peut-être pas là. La faim, le froid, etc. Donc, pour jouer un peu la survie, on a un petit truc pour les armes improvisées. D'ailleurs, ça, c'est un truc sur lequel ils se sont pas mal penchés, les armes improvisées. C'est assez original. On le verra juste après. On a des trucs pour monter les créatures et tout. Donc ça, c'est assez cool. La magie, c'est un peu spécial. Donc ça coûte des points de pouvoir, etc. Ce qui est un peu spécial avec la magie, c'est que on a l'impression qu'ils ont mis tous les trucs de magie qui existent en même temps. C'est-à-dire qu'il faut faire des jets pour réussir ses sorts. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est roll to cast. On peut faire des échecs critiques qui vont nous faire des missaps. On n'en a que 20. D'ailleurs, ça, je trouve qu'ils sont globalement dans le bouquin, ils sont pas hyper généreux en termes de nombre de pas mal de choses. On y reviendra après. Mais voilà. Quand on fait un échec critique, on peut se prendre une mishap. Ensuite, on a une limite du nombre de sorts qu'on peut mémoriser. Ok. En plus, nos sorts coûtent des willpower points. On a besoin d'un grimoire. Enfin, je trouve que c'est difficile de garder en tête tous ces trucs. Je me demande s'il n'y a pas des trucs qui auraient pu sauter au passage. Après, en soi, c'est pas hyper compliqué. Sinon, hein, dans l'absolu de lancer un sort, c'est je jette un dé pour voir si j'arrive à lancer mon sort. J'investis un nombre de points de willpower dedans. Et en fonction du nombre de points de willpower que je mets dans mon sort, je peux le faire plus ou moins puissant. Ce qui est assez cool parce que ça permet de faire des sorts qui ne vont pas s'épuiser sur la durée, qu'on pourra utiliser du plus bas niveau au plus haut niveau. On a un peu une gestion de ressources. Et c'est bien parce qu'il n'y a pas 1 milliard de sorts. Encore une fois, vous voyez, le jeu n'est pas hyper généreux là-dessus. Donc on peut imaginer qu'ils vont faire des suppléments et tout. Mais moi, j'aime bien les jeux qui sont très généreux sur le nombre de sorts, le nombre d'objets magiques, le nombre de monstres, etc. Ça peut paraître bête, mais moi, je sais pas. C'est un truc qui m'importe beaucoup, surtout si je veux aller dans du bac à sable. Quoique le nombre de sorts, honnêtement, c'est peut-être le truc qui me dérange le moins. Parce qu'en fait, au final, quand on a trop de sorts, on se sert pas de tous les sorts. Parce qu'on fait pas 50 000 PJ, vous voyez, dans une campagne. Donc je pense qu'il y a largement assez de sorts, en fait. Je révise un peu ce que j'ai dit, je suis allé un petit peu vite. Mais c'est parce que je pense à la suite déjà. Il y a largement assez de sorts pour s'amuser tout le long de la campagne. Aussi, un petit truc à noter, c'est qu'on a des Magic Tricks. Magic Tricks, c'est des sorts qui coûtent pas cher. Ils coûtent 1 point de willpower, on peut pas investir plus de points dedans. Et c'est des petits effets. Et donc, en gros, on a 3 familles. On a la magie animique, 4 familles, pardon. On a la magie générale que tout le monde peut un peu faire. On a la magie animique, donc plus la nature, tout ça. L'élémentalisme, donc le feu, la glace, la pierre, et enfin le mentalisme, la lévitation, etc., etc. Donc on a un peu des écoles de magie comme ça. Ensuite on a l'équipement, donc on en a pas mal. On a un petit peu de choix. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que c'est simple par contre. Enfin, il y a tout dans le bouquin de base, ça c'est bien. Il est pas long, on a envie de se jeter dans le truc, les illustrations nous donnent envie de nous jeter dans le truc. Mais il est pas hyper généreux, je trouve. Il y a tout, mais en pas assez, je trouve. C'est un peu ça. Dans Shadow Dark, j'ai plus l'impression d'avoir tout ce qu'il me faut là. Le bestiaire, voilà, pareil, il n'est pas gigantesque dans le livre de base, mais voilà, on a de quoi faire. On a genre, je sais pas là, 15 monstres, un truc comme ça. Sachant que les monstres, c'est assez spécifique. Alors pas tous. Hein. Par exemple, les orques, c'est pas vraiment un monstre à proprement parler. En fait, il y a un peu une sorte de différence entre le monstre et le PNJ humanoïde. En gros, les gobelins, les bandits, etc., vous allez les gérer plus ou moins comme des personnages, mais en méga simplifié. Les monstres, ils ont un truc un peu comme à la Forbidden Lands ou à la Alien, où vous allez jeter sur une table aléatoire l'attaque qu'ils vont faire. On ne peut que esquiver leurs attaques. Ils ont un peu des règles spéciales, les monstres. Et ça, par contre, ça, je surkiffe. J'ai joué à très peu de jeux. J'ai joué vite fait à Alien, à Forbidden Lands, mais pas très longtemps. Et c'est un truc que je kiffe vraiment, que j'aimerais bien voir dans plus de jeux. Ce côté aléatoire qui enlève la responsabilité du MJ sur ce que va faire le monstre, sur certaines de ses attaques, et j'aime bien qu'il y ait du coup des attaques très très cruelles, et que sur des GD, pas de chance, le monstre fait 2 fois d'affilée son attaque la plus cruelle, et je trouve qu'il y a un truc excitant là-dedans. Donc ça c'est cool. Vous voyez, on prend le Minotaur par exemple, le Minotaur, on jette un D6, et il a 6 trucs différents. Pour ses attaques. Donc ça c'est très très cool, mais il n'y en a pas 50 000 encore une fois, des monstres. Ensuite on a des règles de voyage qui je pense font le taf, mais encore une fois, vous voyez là par exemple, on a les missaps de voyage. Il y a 12 événements aléatoires un peu embêtants de voyage. J'aurais aimé qu'il y en ait plus. À partir du moment où on me dit qu'il y a ça, comme mécanique, bah j'en aurais voulu plus. Ça me laisse un petit peu sur ma faim, je dois admettre. Ensuite on a des exemples de non-player characters, etc. Et vous voyez ça, pour moi ça c'est du gâchis par contre. Cette page, c'est vraiment le truc que j'aime le moins. On a une page entière et en fait on a un des 4 attitudes, un des 6 peuple, un des 8 motivation, un des 10 professions, un des 12 traits et un des 20 noms différents. Il y a des jeux où on n'a même pas ça, il y a des jeux où on n'en a pas beaucoup plus, mais je sais pas, en fait je trouve qu'elle est un peu triste cette page, genre on se dit il y avait encore plein d'entrées à remplir en fait, pourquoi on n'a pas plus de D20, plus de D20, qu'est-ce que je raconte, plus de possibilités, genre
on aurait pu faire plus de 12 traits. On a vraiment l'impression, je trouve, pour le coup, que à la limite, vous voyez que l'espèce, il n'y a que les 6 espèces, que l'attitude, il n'y en a que 4, etc. C'est pas gênant. Mais la motivation, on aurait pu en avoir un peu plus. Les traits, on aurait pu en avoir un peu plus. On n'est pas limité. On a vraiment l'impression que c'est juste pour respecter ce truc de vous jeter pour créer un PNJ, un des 4, un des 6, un des 8, un des 10, un des 12 et un des 20 en même temps et ça vous donne votre personnage. Mais voilà, je sais pas. Je suis pas méga fan de ça. Pas méga fan non plus de comment ils présentent la création d'aventures. Après, ils sont généreux sur les aventures, on va le voir après. Mais bon, ils nous disent, voilà, vous déterminez la quête, le site d'aventure, le voyage. Et voilà, ça c'est la table pour générer aléatoirement une quête. Je trouve que c'est... J'aurais aimé qu'il y en ait plus en fait. Je vais pas le reprocher parce qu'il y a des jeux qui ne le font pas. On a toujours besoin de plus que ça. Surtout quand on avait encore de la place. Pareil, le voyage et tout. Bon, après vous allez me dire, le temps que j'ai fait toutes les options, là si on multiplie le truc... Bien sûr, il y a une infinité de possibilités de combinaisons. Je ne remets pas ça en question, mais en fait la plupart du temps on ne se sert pas vraiment de l'aléa, je pense. Hein, en réalité, vous me direz ce que vous en pensez, mais la table aléatoire, de temps en temps, on s'en sert de manière aléatoire. On s'en sert surtout pour pouvoir jeter un coup d'œil et voir tout ce qu'elle nous propose. Et là, j'aurais aimé avoir plus de propositions différentes dans le livre. Ensuite, on a un tout petit scénario tout simple que je vais faire jouer justement pour tester le jeu. Je pense qu'il se joue en 2-3 heures. Hein. Enfin, on verra. Je sais pas trop. Voilà, ça c'est bien. C'est un petit truc side-based. Donc ça, j'aime bien. C'est-à-dire que le scénario, c'est pas qu'est-ce qui se passe, les événements et tout. On a des tables aléatoires de ce qui pourrait se passer dans le donjon. On a un endroit à explorer avec des personnages, etc. Mais c'est pas une succession d'événements. Donc ça, je trouve que c'est cool. C'est de l'exploration. Ça colle bien à l'aventure. Là, c'est le truc que je disais que je trouve assez sympa, c'est les armes improvisées. Donc, en fait, on a plein de manières d'utiliser des armes improvisées. Je trouve que c'est rigolo. Alors, peut-être que c'est un peu lourd, finalement, mais je trouve que c'est drôle. C'est rare, en fait, qu'il y ait autant une insistance, en fait, sur les armes improvisées. Donc, ça change, quoi. Je trouve ça un peu innovant, pour le coup. Peut-être qu'il y a ça dans d'autres jeux. On va être honnête. Quand il y a un joueur qui me dit « Ouais, je prends une bouteille de vin et je tape avec », je doute que j'aille dans le bouquin regarder comment ça marche. Mais s'il y a une scène que je prévois de faire et que je me dis « Ah, il y aura ça », je peux essayer de revoir la règle un petit peu plus tôt. Pareil, là, pas beaucoup de tables de trésors, vous voyez. Il y a un des 20 trésors. Et il y a certains trésors, en fait, c'est juste un casque, quoi. Ça manque un peu d'objets magiques. Alors, peut-être que c'est aussi une fantaisie qui est différente de celle de Donjon Dragon, moins accès, objets magiques, etc. Vu qu'on est plus dans du classique, là où Donjon Dragon, c'est Gonzo, il y a pas mal de choses. Mais oui. En fait, je pense que j'aurais aimé en avoir plus et me dire, si j'en veux pas, je les mets pas dans mon univers. Je trouve que c'est un peu ledge là-dessus. Mais pourquoi pas, ça va peut-être être augmenté avec d'autres bouquins. Et ça voudra dire que je devrais prendre les autres bouquins. En fait, je trouve que c'est important, notamment, parce que là on peut se dire, oui, il y a plein de jeux qui font pas ça. En fait, le truc, c'est que si je joue à un jeu D&D-like vraiment, je sais que ces mécaniques sont proches de plein d'autres jeux D&D-like, de plein d'autres jeux old school, de de toute la constellation de jeux D20 à la Donjon Dragon. Et du coup, en fait, c'est pas grave si mon bouquin Shadow Dark, il n'y a pas tout dedans. Parce qu'en fait, je sais qu'il y a 1 milliard d'autres jeux OSR dans lesquels je vais aller chercher des trucs. Mais Dragonbane, du coup, il essaie de créer un peu son propre système. Et du coup, pour commencer à faire notre propre homebrew, on a moins de sources d'inspiration. On est plus dans l'attente, comme c'est une nouvelle gamme, avec son propre système, etc., d'avoir plus d'exemples, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, encore une fois, je dis pas, là, il y a plein de choses à jouer. Mais je me dis que moi, si je fais ma campagne homebrew, et que je me dis, j'aimerais bien mettre plus d'objets magiques que ce qu'il me propose, je vais me poser la question de c'est quoi un objet magique un peu qui marche dans Dragonbane mécaniquement, et j'aurais moins de trucs sur lesquels me baser, quoi. Donc je sais pas, hein, je suis pas éditeur, etc., mais je me dis, imaginez, il y a juste 5, 6... Imaginez, il y a 3 pages d'objets magiques. 3 pages d'objets magiques, c'est juste en rajouter 2, quoi. Bref. Ensuite, il y a le bestiaire. Le bestiaire est très cool. Le bestiaire est très très cool. Le seul truc qui est décevant dans le bestiaire, c'est qu'on a des redondances avec le livre de base. C'est-à-dire qu'on se dit au début, je vais avoir plein de nouveaux monstres. Et en fait, il y a les monstres du livre de base, genre le gobelin, le minotaure et tout, on les retrouve dans le bestiaire. Donc peut-être, ça se comprend, ça se justifie dans l'idée d'avoir tous les monstres au même endroit. Mais en fait, il y a très peu de chances qu'il y ait quelqu'un qui joue au jeu, enfin qui achète le bestiaire sans avoir le jeu de base. Donc en fait, les gens ont déjà les monstres du jeu de base. Donc ça m'avait un peu surpris. Attendez, je dis pas de bêtises, hein, que ça tombe, je dis n'importe quoi. Ouais, non, c'est ça. Le Minotaur, vous voyez, est-ce que c'est le même? C'est le même. Bull Fist, Ouf Kick, 16 de mouvement, 32 HP, voilà. C'est le même monstre, en fait. Alors, il nous ajoute une petite random encounter, il nous ajoute un petit bout de lore, mais bon. Après, je pinaille, parce que sinon, je trouve que le bestiaire est vraiment cool. Les illustrations sont vraiment magnifiques, hein, comme bien souvent avec Free League, et là, voilà, là, je kiffe vraiment la vibe. Et puis, elles sont cohérentes de bout en bout, c'est aussi ça qui est cool. Et puis surtout, chacun de ces monstres, alors pas tous, parce que, genre, par exemple, le Lizard People, vous voyez, vu que c'est plus un PNJ, on va avoir le chasseur, le fighter, le mage et le marchand. Donc ça, c'est très cool, par contre. On a plusieurs profils de Lizard People, mais
Mais voilà, sinon la plupart des monstres qui sont traités comme des monstres, on va dire, ont en plus cette sorte de table aléatoire d'attaque que je trouve vraiment cool, quoi. Et ça donne vraiment envie que la gamme s'étende, parce qu'en fait je trouve que la base est excellente, mais on en veut plus. On est sur notre fin, je sais. Voilà, je vous dis ça, j'y ai pas joué, hein. Je suis un rôliste, hein, c'est-à-dire que je ne joue pas au jeu, je n'ai pas encore épuisé les possibilités du jeu, mais je suis déjà en train de dire mais j'en veux plus. Mais bref, on a le bestiaire qui est quand même chouette. Qui est quand même chouette, on va pas se le cacher. Et alors un truc, voilà, qui peut laisser le cul entre deux chaises, ce qui va faire que des gens ne vont pas aimer, je pense, sans parler de mécanique, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas un univers avec un grand lore, vous voyez, comme Donjons et Dragons. En fait, si on considère pas les Forgotten Realms, les Grey Oak, les univers Donjons et Dragons, il n'y a pas vraiment de... C'est juste des monstres, etc. pour jouer dans son propre univers, et là, on a un peu ce côté-là aussi. En fait, ce qui est sympa, c'est que le bestiaire, c'est comme un explorateur en fait qui vous décrit les monstres. J'ai croisé cette créature, je l'ai trouvé bien étrange, etc. Et nanana et naninou. Mais on n'a pas de truc vraiment posé de pourquoi il y a des démons, pourquoi vraiment il y a des dragons et tout ça. On n'a pas les réponses à ça de mémoire. Donc c'est un peu les goûts et les couleurs. Il y a des gens, pour eux, ça veut juste dire que c'est un énième truc vanilla qui change juste ses mécaniques et qui vont l'ignorer. Moi, ça me dérange pas comme ça. Me dis, tu commences à jouer, si tes joueurs ils commencent à chercher des raisons, tu trouves les raisons avec eux, ou alors t'inventes les raisons. De X et de Y, et puis voilà quoi. Mais ouais, donc on a pas mal de créatures avec des super illustrations, j'aime bien. Je pense que c'est le bestiaire qui me donne le plus envie de jouer au jeu, honnêtement, qui me hype le plus. Et après, ce qui est cool, c'est que, j'en ai pas parlé parce que là on est sur ordinateur, mais en fait, on a une boîte. Hein. On a une boîte d'initiation qui honnêtement vaut bien plus le coup, je dirais, que d'acheter le livre de base tout seul. Parce qu'en fait, toutes les règles, vous les avez dans la boîte. Il y a quelques trucs qui changent entre les deux livres, je saurais pas trop dire ce que c'est exactement, je crois qu'il y a une aventure qu'il y a dans ce livre-là qui n'est pas dans la boîte. Il y a des petits changements, mais honnêtement, c'est que de la collectionnite, j'ai l'impression. Ce qui est un peu décevant. Hein. Parce qu'on se dit... Enfin, je sais pas. Mais bref, dans la boîte de base, vous avez le livre de règles, qu'on aura déjà regardé, et vous avez en plus les aventures. Mais en fait, ce qui est assez ouf, c'est que les aventures, mesdames et messieurs, ce n'est pas une aventure. C'est une campagne. Nous avons une carte, avec des lieux à explorer, comme dans Forbidden Lands, et avec à chaque fois des donjons, une intrigue globale. Et voilà, on a des donjons et tout. Et dans ces donjons, eh ben, on va avoir des monstres supplémentaires et des objets magiques qui ne sont pas dans le livre de base. Donc, quand vous achetez la boîte de base, vous avez des monstres en plus, hein, il me semble. Par exemple, le basilic. Vous voyez ici, j'ai le basilic. Il n'est pas dans le bestiaire de mon livre de base. Et ça c'est pas pratique, par contre. C'est ça que je trouve un peu étonnant. Enfin, je sais pas. J'ai un peu le cul entre les chaises. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais le fait que quand j'achète un bestiaire, j'ai les monstres du livre de base qui sont dans le bestiaire, pourquoi pas, à la limite. Mais du coup, je trouve ça incohérent que dans le livre de base, j'ai pas les monstres de l'aventure. Et attendez, je me rends compte d'un autre truc alors. Peut-être que je me plante, mais... Vous voyez, vous avez votre campagne, là. Là, il y a le basilic, qui est dans un des donjons. Et en fait, le basilic que vous avez dans la campagne, il est dans le bestiaire. Donc, on va dire que c'est pratique. Mais par contre, quand vous achetez le bestiaire, il a moins de plus-value, a priori, que ce qu'on aurait pu penser. Parce qu'en fait, vous allez retrouver tous les monstres du livre de base, plus la plupart des monstres de la campagne, j'imagine. Donc, je me suis pas amusé à faire du 1 pour 1 et tout, à compter. Mais j'avoue que quand j'ai ouvert le bestiaire et que j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est dommage. Voilà. Ensuite, je connais pas du tout la qualité de la campagne. Je connais pas vraiment les qualités intrinsèquement du système. Moi, je trouve que ça a l'air sympa. J'ai testé vite fait tout seul des combats, comme je vous disais. Je l'ai pas testé vraiment en condition. Donc là, je vais faire un one shot. Peut-être je ferai une campagne pour temporiser mon Shadow Dark ou mon Legend in the Mist que j'attends là. Que je me testerai une petite campagne de Dragonbane. À voir. Franchement, j'ai de bons espoirs. Je pense qu'on va s'amuser. Mais encore une fois, voilà, j'ai pas testé, je connais pas la qualité. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont joué, vous pouvez me dire en commentaire ce qui vous a plu, tout ça et tout. Et après, voilà, un truc à noter, c'est que même s'il y a un petit peu un esprit, on va dire légèrement, une vibe un peu old school, on n'est pas dans de la high fantasy, on se focus un peu sur l'exploration. Les donjons, c'est pas du Jake Way The Dungeon à balle, quoi. À la limite, celui-là, vous voyez, on sent qu'il y a un peu d'exploration parce qu'on a quand même pas mal d'embranchements. Genre, j'arrive ici, tac, j'arrive en 2, là, je peux aller en 3, je peux arriver en 6, je peux arriver en 8. Celui-là, on peut l'explorer un petit peu de manière non linéaire. Mais sinon, la plupart des donjons, de prime abord, vus comme ça, ils sont plutôt simples. Donc, on est plus que sur du donjon, on va dire, old school. On a plus l'air d'être sur des sortes de lairs qu'on a plus dans la 5e édition, ou du 5-room dungeon. C'est plutôt des plus petits formats. Donc ce qui peut être cool, hein, parce que ça veut dire qu'en une soirée, peut-être vous allez faire à chaque fois un site d'aventure différent. Donc c'est pas le même mindset. Par contre, je pense qu'on aura moins le côté de certains donjons old school, où en fait, quand on ressort du donjon, on n'est pas sûr d'avoir tout exploré, quoi. Et là, il n'y a pas vraiment d'intérêt à explorer plusieurs fois le même donjon. Il y a peut-être un peu moins de choix dans l'exploration. Ils sont moins complexes, les donjons. Mais il y en a quand même pas mal, hein. Il y a quand même pas mal de sites d'aventure. Et voilà, il y a l'air d'avoir pas mal de PNJ, pas mal de trucs rigolos. Donc franchement, le jeu a l'air cool.
Le jeu a l'air cool. Ça faisait un moment que j'avais envie de le tester. Là, j'ai 2 campagnes en cours, donc j'ai pas envie de me lancer dans une campagne Dragon Ball. J'ai pas envie de me relancer tout de suite dans mon Shadow Dark non plus. Pour l'instant, je fais des petits tests. Vous voyez, j'ai joué à Dagger Heart vite fait. Là, je vais jouer à Dragon Bane vite fait. Je vais peut-être jouer à Dragon Bane tout seul pour essayer vite fait en solo avec le GM, le mythique Game Master Emulator. Même s'il y a un système solo aussi. Je crois que c'est dans la boîte d'initiation là, de Dragon Bane. Vous avez des règles pour jouer en solo. Parce qu'il y a souvent maintenant dans les jeux Free League. Et je pense que j'utiliserai quand même le mythique Emulator pour le tester un peu en solo, vraiment. Dans la boîte d'initiation, je crois qu'il y a aussi des dés. Hein. Il y a des standees en carton avec des petites créatures. Il y a quelques maps. Il y a aussi un jeu de cartes pour l'initiative. Mais dans ce jeu de cartes, vous avez aussi du loot aléatoire, des trucs comme ça. Donc il y a vraiment pas mal de matos dans cette boîte d'initiation, elle est vraiment cool, je pense. Et vous avez une campagne dedans. D'ailleurs, ils ont un peu repris ce modèle-là. J'ai vu là sur leur dernier jeu qu'ils ont sorti, sur Coriolis The New Horizon, je sais plus quoi, la sorte de deuxième acte, deuxième édition là de Coriolis qui a été, je l'ai pas backé. J'ai vu qu'ils avaient fait ça, ils avaient fait tout de suite une campagne, etc. Et je trouve que c'est assez cool, même si je suis pas forcément la cible, encore une fois. Parce que moi, la plupart du temps, j'arrive pas à jouer des campagnes écrites. J'aime bien inventer des trucs, improviser, les trucs plus sandbox, on parle dans toutes les directions. Mais en termes de modèles, etc., pour ceux qui aiment les campagnes, je trouve que c'est vraiment cool, quoi. C'est pas, j'achète une bonne initiation, j'ai un scénario d'introduction, genre vu et revu, et puis ensuite, bah, je me démerde, quoi. J'ai une campagne dans ma boîte, quoi. Ça, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Je vais m'arrêter ici, j'ai beaucoup trop parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc., etc. et à venir soutenir sur Tipeee, ce qui se fait sur la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir de voir qu'il y en a depuis plusieurs mois là, ils continuent de soutenir. C'est vraiment cool. Je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à bientôt.